Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Bien- à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Odile Monnier pour une conférence sur le thème La seule chose à faire pour mincir à coup sûr. Alors, des millions de personnes souffrent de ce cercle vicieux qui est le surpoids. Ces kilos en trop sont à la fois le symptôme et la cause d'un mal-être profond et parfois inconscient. Or, la plupart du temps, pour mincir, on se limite à un régime et à de l'exercice. Le webinaire se propose de vous exposer quelle est cette cause profonde, quels sont les mécanismes de compensation inconscients qui se mettent en place et que faire pour mincir enfin durablement. À la fin, Odile nous fera un exercice surprise. Avant de démarrer la conférence, Odile, peux-tu te présenter auprès de nos auditeurs? Eh bien, bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Donc, je suis thérapeute et je suis spécialisée dans l'amincissement définitif et dans les kilos yo-yo depuis 2003. Et j'aborde cette question sur un plan qui est tout à fait différent parce que j'aborde le poids dans toutes ses dimensions. Non seulement la dimension exercice physique et alimentaire qui est incontournable, mais également et surtout dans tout ce qui est énergétique et dans toute la dimension émotionnelle qui est à la base et qui est la source profonde du mal-être qui crée les fringales, qui créent toutes les compulsions alimentaires et qui sont la source du surpoids. Mais avant de commencer, je vous propose que vous nous disiez dans le chat depuis combien de temps vous essayez de mincir et combien de kilos souhaitez-vous éliminer? Alors, on va attendre 2 petites minutes, le temps que les gens puissent écrire dans le chat. Et puis, comme vous le savez, comme d'habitude, donc faites en sorte d'avoir de quoi boire, d'avoir de quoi noter, d'avoir mis votre téléphone en silencieux pour ne pas être dérangé, pour boire mes paroles. Et puis, et pour que nous passions une soirée la plus constructive possible pour tout le monde. Exactement. Est-ce que tu commences à avoir des réponses le temps que Alors, le chat s'affiche? pour l'instant, non, j'ai que des bonsoirs de tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Eh bien, en attendant que les réponses… Ah oui, pardon. Alors, tout va très bien. Entre 15 kilos, ils essayent de perdre. Alors, c'est une fille qui nous dit ça, c'est Jocelyne. D'accord, 15 kilos. Oui. Alors, moi, je ne fais pas de régime strict, je mange équilibré, j'essaye. Je voudrais perdre 5 kilos. Aline? Aline, vous avez bien raison. Le régime, c'est vraiment tout à fait contre-productif. C'est contre-productif pour plusieurs raisons que nous allons voir tout à l'heure. Alors, il y a Louis qui nous dit son et image OK, 20 kilos pris après un deuil et le stress. Ça, c'est très, très fréquent. Après un choc émotionnel, les kilos que l'on peut emmagasiner après un choc émotionnel, c'est très fréquent, oui. Oui, et c'est souvent un poids assez important en très, très peu de temps. Il y a Jocelyne qui dit problème surtout de compulsion alimentaire. Il y a Véronique qui aimerait perdre 15 kilos aussi. Oui. Il y a Nicolas qui est coach et qui cherche juste à s'intéresser au sujet. Alors, si vous êtes coach sportif, Nicolas, vous avez des tablettes de chocolat, pas seulement dans votre placard, mais… Il y a Cécile qui dit moi je ne cherche pas à maigrir mais je suis addict au sucre, comment m'en passer? Ah. Si vous voulez bien, nous verrons. Est-ce que tu peux garder cette question et je la traiterai à la fin Oui, à la fin du webinaire parce que bien je sûr. pense que c'est une question qui est très intéressante et qui concerne énormément de monde. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons découvrir pourquoi, comme je le disais tout à l'heure à Aline, il me semble, pourquoi est-ce que le régime, c'est une réponse qui est à la fois incomplète, nuisible et éphémère dans 95% des cas. Je vais vous expliquer comment
se mettent en place les mécanismes compensatoires qui sous-tendent les désordres alimentaires, les compulsions, les fringales, les crises de boulimie ou l'hyperphagie. Et je vais vous exposer quelles sont toutes les implications qui se mettent en place lors de ces mécanismes et qui concernent toutes les dimensions de votre être, non seulement physique, mais également énergétique, émotionnelle, etc. Et puis, nous allons arriver au levier, la seule chose à faire pour mincir, le seul levier sur lequel on doit appuyer au quotidien pour enfin atteindre le poids de forme et surtout le conserver. Et puis, vous allez voir à quel point ce levier joue non seulement sur le poids, mais également va vous changer complètement votre vie, votre regard sur la vie, votre regard sur vous, votre regard sur les autres, votre regard sur tout votre environnement. Et puis, je vous présenterai les ateliers que je vais animer, enfin l'atelier que je vais animer le 6 octobre. Et je vous expliquerai, je vous présenterai l'ordre du jour pour cet atelier. Et puis donc, comme le disait Caroline, eh bien, nous allons faire une petite pratique ensemble avant de nous quitter pour que vous découvriez, que vous exploriez, que vous découvriez ce levier et comment vous pouvez l'utiliser eh bien, au quotidien si vous en avez envie. Voilà. Il y a Nicolas qui a répondu pour tout à l'heure. Il a dit pas vraiment de tablette. Non, je suis coach de vie et souvent le surpoids est abordé. Ah oui, bah oui, bah oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que la réponse, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que la réponse classique à laquelle on pense tous, régime, exercice physique, pourquoi est-ce que c'est une réponse qui est une fausse solution finalement? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que le fait de dire, de résoudre, de résumer notre problématique poids à je baisse les calories et je fais plus de sport, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Bien sûr, c'est nécessaire. C'est pas en restant vautré dans le canapé, en bouffant des pizzas toute la journée qu'on va mincir. On est bien d'accord. Pour autant, notre corps ne peut pas se limiter à ce genre d'équation. C'est beaucoup trop restrictif. Toutes nos dimensions sont interdépendantes. Il y a l'émotionnel, il y a les croyances limitantes, il y a les croyances erronées que l'on porte sur nous-mêmes. L'émotionnel, c'est-à-dire, ça peut être aussi les blessures d'enfance. Peut-être que vous avez suivi le webinaire que j'ai animé cet hiver sur les blessures, les liens entre les blessures de l'âme et le poids. Où je développais cette question. Il y a tous les points énergétiques. Il y a la question comment j'ai des problèmes avec l'addiction au sucre. Eh bien, l'énergétique est concerné dans cette problématique. Nous allons je vous le développerai tout à l'heure. Et puis il y a aussi, eh bien, bien sûr, le corps physique. Il y a toutes ces dimensions-là qui rentrent en ligne de compte dans le poids. Et le résoudre uniquement à cette équation calories consommées, calories dépensées comme une chaudière, bien sûr que c'est parfaitement incomplet. Et puis, c'est important de comprendre que tout commence dans notre vie in utero. Le fœtus, c'est comme est une éponge émotionnelle. Il absorbe toutes les émotions de sa maman et il va les porter toute sa vie. Donc, encore une fois, ça explique pourquoi est-ce que, eh bien, quand on fait un régime, eh bien, en fait, la réponse est le problème n'est pas entièrement solutionné et toujours d'une façon éphémère, et je vais le développer dans un instant. Pour que vous compreniez bien le fait que cette réponse est incomplète, je vais vous donner un exemple. Je pense à de très nombreuses personnes qui suivent ce programme et qui sont dans ce cas-là. Vous allez probablement, il va y avoir pas mal de monde parmi vous qui va se reconnaître.
Imaginons une femme qui, lorsqu'elle a été enfant, a vécu dans une violence psychique de la part de ses parents. Tu es nul, on n'arrivera jamais à rien faire de toi, qu'est-ce qu'on fera de toi si les petits cochons ne te mangent pas, voilà, tout ce genre de dénigrement, cette violence psychique qui a un impact émotionnel violent, qui va s'engrammer dans les cellules de la petite fille, parce que ça va être comme un lavage de cerveau, jour après jour. Mais qu'est-ce que t'es nul, mais t'es pas douée, ma pauvre fille, etc., etc. Ça va, ce lavage de cerveau, cette violence psychique va déséquilibrer tous ses corps énergétiques et va s'inscrire dans son cerveau, dans ses cellules, la croyance qu'elle ne vaut rien. Son estime d'elle-même va donc être laminée et elle va se sentir une ratée. Quand en médecine chinoise, lorsque l'on se sent une ratée, eh bien, c'est lorsqu'on manque d'estime de soi-même, d'amour pour soi-même, c'est la rate et le pancréas qui sont touchés sur le plan énergétique. La rate, lorsqu'elle est déséquilibrée, elle exacerbe l'envie de sucrer. Le vide affectif qui va être lié au fait que cette petite fille elle ne s'est pas sentie aimée, et en grandissant, elle va grandir avec ce vide affectif, avec ce manque d'estime d'elle-même, avec ce manque de confiance en elle. Eh bien, elle va chercher à remplir ce vide affectif par de la nourriture, par des compulsions, et surtout de la nourriture qui est sucrée, de la nourriture qui est grasse, qui va la remplir et faire en sorte qu'elle sente un poids à l'intérieur de son ventre. Elle a besoin de se sentir remplie par quelque chose, à défaut d'amour qu'elle n'a pas reçu, ou en tout cas qu'elle a, c'est ça, qu'elle n'a pas ressenti, qu'elle n'a pas reçu. Donc vous voyez, là on est sur le plan émotionnel. Le déséquilibre alimentaire va entraîner un surpoids, donc qui va être à l'origine de douleurs articulaires, par exemple, peut-être de perturber le rythme cardiaque, va être à l'origine d'essoufflement, peut-être de diabète ou de prédiabète, peut-être de cholestérol. Et puis, on peut dire aussi que la nourriture, si elle est trop grasse, si elle est trop sucrée, elle va perturber l'équilibre de la flore intestinale. Et vous avez peut-être entendu les résultats nombreux de toutes les études qui sont menées actuellement sur le lien qu'il y a entre la flore intestinale, qu'on appelle aussi le microbiote, et puis de nombreux états, l'état articulaire, l'état et certaines maladies comme Parkinson, par exemple, ou bien comme Alzheimer, enfin, comme avec la dépression. Enfin, on se rend compte que le microbiote a des connexions avec beaucoup, beaucoup de choses. Donc, cette nourriture trop grasse, trop sucrée, elle va surcharger le foie, elle va surcharger le pancréas, elle va gêner le bon fonctionnement des émonctoires, qui sont les éboueurs du corps. Les émonctoires, c'est le foie, les reins, les poumons, toutes les parties, tous les organes qui drainent les toxines, qui drainent tous les déchets du corps. Et puis, sa digestion va être un peu plus difficile. Et de son côté, le cerveau, lui, il va il va agir sur le comportement alimentaire. Il y a les neuromédiateurs qui induisent, qui produisent la dopamine, la sérotonine, et ce sont des hormones que l'on appelle les hormones du bien-être, les hormones de la récompense. Il y a l'hypothalamus qui, lui, est le chef d'orchestre des sécrétions hormonales. Il y a le système limbique qui est également impliqué et qui est le siège de nos émotions. Et puis enfin, il y a l'hippocampe qui gouverne en grande partie toute notre mémoire. Vous voyez à quel point on part du début qui est donc une violence psychique, et vous voyez
à quel point tout notre corps, dans toutes ses dimensions, est impliqué dans cette mémoire et cette histoire de l'enfance. Donc, vous comprenez avec cet exemple très concret à quel point se limiter aux poissons bouillis et aux poireaux à l'eau et à faire ou à courir autour du pâté de maison, vous voyez bien que c'est une réponse qui est largement incomplète. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que ce couple régime-exercice physique est nuisible sur le plan physique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un risque de carence qui ont un impact sur l'humeur. Si souvent, on fuit le gras et le sucré quand on se met au régime, alors que ça n'est pas une bonne idée parce que le gras et le sucré sont associés symboliquement au plaisir, sont associés symboliquement aux bons souvenirs, et le fait de les fuir, c'est douloureux pour quelqu'un qui déjà a un mal-être profondément ancré, un manque de confiance en lui, un manque d'estime de soi, qui est toujours à l'origine des compulsions alimentaires. Et donc le fait, vous voyez, le fait de se priver du gras et de sucré, eh bien, ça exacerbe encore plus cette dimension, cette symbolique de vide. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on souhaite, lorsqu'on fait un régime, en général, on veut être mince avant-hier. Donc, on va se lancer dans un régime tête baissée, un régime drastique où je parlais tout à l'heure de poireaux à l'eau et de poissons bouillis. C'est à peine caricatural. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans parce qu'on veut mincir vite, ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est vraiment pas une bonne idée pour plusieurs raisons. D'une part, parce que en plus du fait qu'on se frustre, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan physique, ça fait fondre les muscles plutôt que de la graisse. Ça entraîne une peau qui est flasque. Quand on maigrit trop vite, la peau devient flasque. Et puis ensuite, ça bloque le métabolisme. Le corps a des mémoires de pénurie qui remontent, finalement, les hommes de Cro-Magnon, c'est pas si loin que ça. En tout cas, nous, on porte encore les mémoires des hommes de Cro-Magnon, des pénuries, quand le mammouth échappait aux chasseurs. Et puis, pas si longtemps, on n'a même pas besoin de remonter aux hommes de Cro-Magnon. Nous avons été élevés par nos parents qui, eux, ont grandi pendant la guerre de 39-45 et qui, eux-mêmes, ont été élevés par des parents qui, eux, ont grandi pendant la guerre de 14-18. Et souvent, frustration, ticket de rationnement, nourriture vraiment raréfiée où il fallait vraiment faire très, très attention. Et vous voyez, ces mémoires-là, elles sont inscrites dans nos cellules et dans notre cerveau et dans le cerveau de notre corps. Et quand le cerveau perçoit qu'il va y avoir des restrictions à l'horizon, il se met en mode économie d'énergie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme ralenti. Et ensuite, eh bien, il y a des techniques pour relancer le métabolisme, mais lorsque on est au régime, eh bien, on ne pense pas relancer le métabolisme. Le métabolisme se ralentit et ensuite, quand on a atteint son poids de forme et qu'on veut reprendre, en général, on est tellement frustré qu'on recommence à nouveau le mode alimentaire auparavant. Le métabolisme reste bloqué et on reprend très rapidement pour également d'autres raisons que je vais développer plus tard. Et puis le troisième point sur le plan physique, la raison pour laquelle le régime est quelque chose de nuisible, c'est parce que notre corps a besoin de lipides, notre corps a besoin de glucides pour le cerveau, pour les muscles, pour le système nerveux.
Et les lipides permettent de transporter les vitamines. C'est la raison pour laquelle eh bien, un filet d'huile d'olive sur les crudités permettent de mieux assimiler les vitamines. Sur le plan émotionnel, le régime, ça n'est pas une bonne idée parce que on est, comme je le disais tout à l'heure, l'état de base de la personne qui veut se mettre au régime est un mal-être profond, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et le fait de se mettre au régime, c'est une sorte de déclaration de guerre qu'elle se fait à son corps, qu'elle se fait à elle-même, qu'elle fait à son corps, qu'elle fait à ses émotions, à son assiette, à son environnement, à ses amis. C'est une déclaration de guerre tous azimuts. Or, quand on a un mal-être, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'amour pour soi-même, eh bien, on a envie de tout sauf de rentrer en guerre. Et c'est pourquoi on ne tient pas les régimes longtemps sur la durée, parce que c'est trop violent. On rentre en rupture avec ses désirs, avec ses besoins. On a besoin d'une nourriture réconfortante et donc ça nous frustre de ne pas avoir tout ce réconfort parce que la nourriture, ça véhicule le bien-être, ça véhicule la douceur, ça véhicule le réconfort, l'apaisement. Toutes ces notions que l'on cherche et que l'on n'a pas ailleurs. Sur le plan énergétique, eh bien, le régime augmente le stress parce que eh bien, la nourriture ne joue plus son rôle réconfortant et on garde son état émotionnel qui est exacerbé puisqu'il y a plus réconfort et ça augmente le stress. Et puis enfin, donc pourquoi c'est éphémère dans 95%? Parce que pour deux raisons. La première, c'est une raison que vous connaissez sans doute, c'est l'effet rebond. La phase de stabilisation n'est jamais respectée. On s'est tellement privé, on s'est tellement serré la ceinture qu'une fois qu'on atteint son poids, l'objectif de poids, à condition qu'on ait envie, on ait le courage d'aller jusque-là, eh bien, on se lâche et hop, on reprend ses mauvaises habitudes et donc il y a un effet rebond immédiatement. Il y a le fait que si on lâche, si on craque, eh bien il va y avoir la culpabilité, il va y avoir la honte vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, de ne pas être capable de résister à la nourriture, de ne pas être capable de tenir ses objectifs. Et eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour apaiser cette culpabilité et cette honte? Eh bien, on boulotte. Et donc, on repart dans ce cercle vicieux. Et puis, l'état émotionnel va être encore plus fragilisé qu'avant le régime à cause justement de cette culpabilité, de cette honte qui va faire ces émotions-là, elles sont tellement puissantes et elles vont arriver sur un terrain qui est déjà très, très fragilisé et ça va être comme un filtre déformant. Et quand on va se regarder dans la glace, alors qu'on était contente de voir notre silhouette s'affûter un petit peu plus, eh bien, la déception de ne pas pouvoir tenir sur la longueur ou d'avoir craqué va faire qu'on va se voir encore plus ceci ou encore plus cela qu'auparavant. Et ça va nourrir encore plus le manque d'estime de soi, ça va nourrir encore plus la honte, encore plus la culpabilité, encore plus le désamour de soi. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que le cerveau est très conservateur. Le cerveau garde l'image de son corps en mémoire. Peut-être que vous connaissez autour de vous, peut-être que vous l'avez vécu, quand on a un poids très important à éliminer, que l'on se fait passer par exemple un anneau gastrique. Très souvent, ce n'est pas parce que la personne a éliminé 50, 60, 80 kilos ou 90 kilos qu'elle va se sentir mieux dans sa peau. Et ça, c'est à cause de la mémoire de l'image du corps dans le cerveau. Le corps va être très malheureux
d'avoir tous ces repères perdus. Et il va continuer. Et la personne qui a minci énormément va garder en elle l'image de son ancien corps. Et quand on fait un régime sans avoir autant de poids à perdre, quand on fait un régime pour perdre 5, 10, 15 kilos, eh bien le corps le cerveau va avoir cette mémoire du corps et il va faire tout ce qu'il peut pour retrouver le poids et l'image du corps d'avant. Ça peut être via les sécrétions hormonales, ça peut être par des comportements alimentaires et puis ça peut être par le niveau d'activité, le niveau de veille de l'organisme. Et il va tout faire pour retrouver donc le poids antérieur. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on est voué à rester sur son poids parce que cette mémoire, elle se travaille. Mais c'est tout en douceur, si vous voulez. Quand on le fait tout en douceur, eh bien, l'image du corps se modifie petit à petit. Et à ce moment-là, le mécanisme que je viens de décrire ne se met pas en place. Mais lorsqu'on fait un régime drastique, lorsqu'on fond comme neige au soleil, là, il y a ce processus qui se met en place. Alors, quels sont les mécanismes compensatoires derrière justement ces désordres alimentaires? Comment ça se passe? Eh bien, quels sont les mécanismes émotionnels qui font qu'on a envie, on se réfugie dans la nourriture via des fringales, via ça peut être de la boulimie, ça peut être de l'hyperphagie, ça peut être voilà, toutes sortes de pulsions alimentaires. La première chose, ça peut être, enfin la première idée, mais bon, je les ai mises, il faut bien les lister, mais il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas d'ordre d'importance, hein, je vous le précise. Le premier point que j'ai mis, c'est trouver le moyen d'exister en faisant de la masse. Quand on fait de la masse dans une relation, souvent par peur de perdre l'autre ou de perdre son affection. Et il y a une dévalorisation qui peut se faire quand lorsqu'on se sent dévalorisé, eh bien, le corps cherche à trouver un moyen d'exister et ce moyen d'exister, c'est faire de la masse, c'est occuper l'espace. C'est une façon au corps de dire « Oh, j'existe, je suis là, j'existe, regardez-moi ». Souvent, j'ai remarqué que les mères de famille oblatives, c'est-à-dire les mères de famille qui surinvestissent dans leur rôle de mère, eh bien, ont souvent tendance à prendre du poids parce que leur corps leur dit « Mais pense à toi ». Et toi, là-dedans, dans l'histoire, tu es où? Tu penses à tes enfants, tu penses à leur bien-être, tu es proactive, tu es toujours à devancer les besoins et les désirs de tes enfants, mais tes désirs et tes besoins à toi, ils sont où? Et le corps le signifie à la mère en lui montrant qu'elle existe aussi. L'autre idée que j'avais mise, c'était faire le poids face à une situation ou face à une personne. Lorsqu'on est dans une situation, par exemple, professionnelle, qui est extrêmement puissante, ou lorsqu'on est face à quelqu'un qui ne nous respecte pas, sans aller jusqu'au harcèlement professionnel, mais ça peut être le cas. Mais si on est face à une situation dans laquelle on ne se sent pas respecté ou une personne qui ne nous respecte pas, eh bien, le fait de prendre du poids, eh bien, on a l'impression qu'on fait le poids face à cette situation ou face à cette personne. Peut-être que vous avez vous-même fait le lien entre avec cet adjectif « je suis forte ». Je suis forte, la force, mais je suis forte quand j'ai des rondeurs. Et le cerveau ne fait pas la différence entre les deux nuances. Et souvent, pour avoir de la force, pour se sentir forte avec de la force, eh bien, le cerveau fait en sorte que l'on soit fort avec des rondeurs.
Il y a un autre point qui entraîne aussi les désordres alimentaires, c'est le fait d'avoir du mal à gérer le manque ou avoir du mal à gérer le trop. Gérer l'excès, c'est avoir du mal à gérer l'excès, pardon, c'est lorsque la construction de la personnalité s'est faite sur le manque chronique. Et donc, on est habitué au manque, et quand il y a excès, eh bien, on ne sait pas le gérer. Donc, on le mange. On ne sait pas gérer les placards pleins, on ne sait pas gérer les assiettes pleines, on ne sait pas gérer une table bien garnie, et on mange. Et à l'inverse, avoir du mal à gérer le manque, c'est autre chose. Cette fois-ci, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le manque qui a été la base de la construction, c'est la peur du manque, la peur d'avoir faim. Donc, on va manger de peur d'avoir faim. On va emporter des barres ou du chocolat ou du pain, etc., ou je ne sais pas quoi avec soi, de peur d'avoir faim. Et la construction de la personnalité, cette fois, elle s'est faite sur la peur du manque et non pas sur le manque lui-même. Les désordres alimentaires peuvent avoir pour objectif de s'offrir du plaisir, du réconfort ou une récompense. Et c'est à la fin de la journée, quand on est fatigué, quand on a besoin de s'offrir un petit peu de plaisir ou se réconforter d'une bonne journée ou se récompenser, se réconforter après une journée difficile ou bien s'offrir une récompense de quelque chose dont on est fier, eh bien, le plus simple, c'est d'ouvrir un placard, c'est d'ouvrir son frigo. C'est un plaisir qui est immédiat, qui est simple et qui est immédiatement disponible. L'autre raison pour lesquelles il peut y avoir un mécanisme compensatoire, mais là, du coup, ce n'est pas tout à fait un désordre alimentaire, mais c'est le fait de vivre, mais c'est le fait de ne pas écouter les besoins de son corps, c'est le fait de vivre en mode automatique. On mange à telle heure, j'ai faim, j'ai pas faim, c'est pas grave, c'est l'heure de passer à table. J'étais habituée avec entrée, plat, fromage, dessert, éventuellement fruits, salade ou je ne sais trop quoi, donc c'est comme ça, j'ai pas faim mais ça fait rien, il faut que je passe par toutes ces étapes. Là, vous voyez, on est complètement coupé de ses besoins. Et donc, c'est le fait et donc on vit en mode automatique sans tenir compte du tout des besoins de son corps et sans tenir compte du tout de sa faim. Puis bien sûr, on peut, quelque chose que vous connaissez peut-être parce que c'est très très courant, on mange par gourmandise, on mange par paresse, parce qu'on a la flemme de se faire un repas équilibré, alors on va prendre du pain, du fromage ou des gâteaux, et puis aussi par ennui, ça c'est très fréquent aussi. Et le dernier point, c'est la protection d'une émotion, d'une souffrance, se protéger d'une personne, se protéger d'une souffrance, d'un vide. Vous voyez la personne qui disait tout à l'heure qu'elle avait pris 20 kilos après un deuil. Eh bien ça, c'est tout à fait ça. On essaie d'apaiser sa souffrance, son vide affectif par de la nourriture qui remplit. Et on va choisir une nourriture qui est sucrée pour s'apporter de la douceur. Alors, quelles sont les implications de ces mécanismes compensatoires? Alors, sur le plan physique, on regrossit. On a souvent les problèmes les problèmes physiques dont je parlais tout à l'heure, articulaires, le prédiabète ou le diabète, cardiaque, l'essoufflement, etc. Sur le plan énergétique, eh bien, on se sent plutôt fatigué. On va avoir le moral souvent qui est assez bas et qui est souvent lié avec la fatigue. Le sommeil se dégrade très souvent. Et puis, l'envie de sucrer et l'envie et l'insécurité apparaissent parce que
souvent, quand on a lorsqu'on a un déséquilibre énergétique sur certains méridiens, sur certains chakras, eh bien, ça exacerbe les envies de sucrer, ça exacerbe les faims ou la sensation, ce que l'on détecte comme de la faim, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'était comme ça que l'on vit. Et puis, ça exacerbe également le sentiment d'insécurité. Et quelquefois, il suffit de remettre en place les corps énergétiques pour que le sentiment d'insécurité s'apaise et que certaines peurs incontrôlées ou certaines peurs irrationnelles s'apaisent également. Sur le plan émotionnel, eh bien, ces mécanismes compensatoires vont exacerber, comme je le disais, la honte, la culpabilité, et qui va entraîner un désamour de soi encore plus important. Et puis, également, la sensation qu'on ne s'en sortira jamais. Et puis, enfin, sur le plan social, eh bien, on a tendance à se couper des autres parce que, soit parce qu'on a honte, ou parce qu'on se sent coupable et qu'on n'a pas envie que les autres nous voient regrossir, soit parce que on se dit que eh bien on va pas être capable de résister face à la nourriture et qu'on va prendre et qu'un repas convivial va jeter à bas tous les efforts qu'on a pu fournir pendant toute la semaine pour perdre un kilo ou deux. Alors, on arrive à ce fameux levier. Quel est le levier qu'on peut utiliser quotidiennement, que l'on peut cultiver quotidiennement pour mincir efficacement et pour mincir surtout durablement? Eh bien, d'abord, si on n'écoute pas ses besoins alimentaires, qu'on est aux prises avec les pulsions alimentaires, les compulsions dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est le signe que l'on n'écoute pas ses besoins en général. Et si on n'écoute pas ses besoins en général, ça veut dire qu'on ne se nourrit pas assez d'amour pour soi-même, que finalement, on n'est pas à l'écoute on n'est pas branché sur soi-même, on n'est pas branché sur ses désirs, on n'est pas branché sur ses besoins. On ne prend pas soin de soi, on ne prend pas soin de ses besoins, on prend pas soin de ses désirs. Et c'est le premier pas à faire pour réapprendre à s'aimer, c'est de se mettre à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses désirs. La spirale infernale, je veux dire, des kilos yo-yo, des kilos, nous emprisonne et nous éloigne de qui l'on est vraiment. Parce que on n'aime pas l'image que le miroir nous renvoie, on passe juste devant et on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore de nos émotions. Et en même temps, on se dit, quand j'aurai maigri, eh bien, je vais prendre soin de moi. Mais en fait, c'est prendre le problème à l'envers, parce qu'on doit d'abord prendre soin de soi, s'occuper de soi-même, et à ce moment, et donc ça va nous permettre de remonter l'estime que l'on a de soi-même, et donc de faire diminuer l'appétit et de faire diminuer le poids. Comme on va se remplir d'amour pour soi-même, eh bien, on n'aura plus besoin de se remplir de nourriture. Faire les choses avec et par amour pour soi, voilà le levier que l'on doit utiliser. Faire les choses, se reconnecter à qui on est. Faire les choses par amour pour soi, avec amour pour soi. Le fait de se connecter à ses besoins profonds, de se connecter à qui on est vraiment, c'est se reconnecter à sa nature profonde, à l'enfant que l'on est tous au fond de nous-mêmes. C'est apporter de l'amour à l'enfant que nous sommes au fond de nous-mêmes. Et ça, c'est très important quand on guérit notre enfant intérieur, quand on apaise notre enfant intérieur, quand on lui apporte de l'amour, eh bien, la souffrance de l'adulte que nous sommes s'apaise un peu. Il y a tout un travail à faire,
c'est l'objectif des programmes que j'ai mis en place pour mincir. Il y a tout un cheminement à faire. Le verbe aimer, c'est pas un verbe qui se conjugue à l'impératif. Vous avez peut-être lu des livres sur les kilos émotionnels, vous avez peut-être vu, mais c'est pas aimez-vous. Alors là, c'est toujours ce qu'on retrouve, aimez-vous. Oui, mais comment fait-on? C'est la pratique que nous allons faire tout à l'heure avant de nous quitter, a pour objectif de vous montrer, de vous reconnecter à vous-même et de faire les premiers pas vers le réapprentissage de s'aimer soi-même. Lorsqu'on manque d'amour, eh bien, on ressent la croyance profonde que l'on n'est pas aimable, que l'on ne mérite pas d'amour. On ne mérite pas d'amour, on ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas d'être heureux, on ne mérite pas d'être mince. Et c'est tout un cheminement que de se reconnecter à soi pour se connecter, nourrir la conviction que j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit je mérite d'être heureuse et je vaux suffisamment, j'ai de la valeur pour être heureuse. C'est quelque chose qui est très important, le droit à la valeur et le mérite. Est-ce que je mérite d'être mince? Est-ce que je mérite d'être, est-ce que je vaux la peine de faire tous ces efforts? Et évidemment, la réponse est oui. Mais quand on a été laminé toute son enfance, eh bien, le filtre déformant qui s'est construit pendant toute notre enfance fait que on interprète de travers finalement toutes les situations qui sont autour de nous. Et ce filtre déformant va nourrir l'idée que on ne mérite pas d'amour, qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et c'est très important justement de prendre conscience de ce filtre déformant et de le supprimer en se nourrissant d'amour, en réapprenant à s'aimer. Et là, on guérit en même temps les blessures qui sont à l'origine, les blessures d'âme qui sont à l'origine justement de la souffrance et du mal-être. Et il y a une question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour quelqu'un que l'on déteste? Comment voulez-vous où est-ce que vous allez trouver la force, la volonté, la détermination pour faire des efforts pour mincir si vous ne vous aimez pas? Est-ce que vous allez faire des efforts pour quelqu'un que vous détestez? Certainement pas. Donc, si vous n'aimez pas votre corps, si vous ne vous aimez pas, eh bien, vous n'aurez jamais la détermination, la volonté et le plaisir de faire des efforts pour vous, pour le corps que vous vous êtes choisi dans cette incarnation, pour avoir le plaisir, le bonheur, la joie de faire quelque chose pour le véhicule que vous vous êtes choisi dans cette incarnation. Faire la paix avec soi, ça n'est pas mincir, mais c'est le socle solide sur lequel eh bien, on peut bâtir un amincissement durable. Donc, vous voyez, si cette phrase que je viens de vous dire, comment voulez-vous faire des efforts pour quelqu'un que vous détestez, si cette phrase vous interpelle, si vous avez subi et si vous subissez encore le yo-yo des kilos depuis trop longtemps, si vous avez envie d'en finir avec les régimes frustrants et draconiens qui sont une véritable violence, alors cet atelier, l'atelier du 6 octobre, il est pour vous. Si votre poids vous empêche de vivre pleinement votre vie, de remettre à demain des projets que vous avez, de vous dire
si votre poids vous empêche d'avoir une vie de couple harmonieuse, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là. Si votre poids vous empêche de vous autoriser à pratiquer les sports que vous voulez, les activités que vous voulez, les vêtements, si vous avez envie si votre poids vous empêche de porter les vêtements que vous voulez, eh bien, l'atelier du mardi 6 octobre, il est pour vous. Si vous avez perdu confiance dans votre séduction, si vous croyez que vous ne méritez pas d'être heureux, si vous croyez que vous ne méritez pas d'être aimé, eh bien, cet atelier, il est pour vous. Si vous vous sentez coupable ou bien si vous avez honte de perdre le contrôle devant la nourriture, si vous sentez que cette honte, cette culpabilité, ce mal-être vous détruit insidieusement jour après jour, eh bien cet atelier, il est pour vous. Il est temps, cet atelier a pour objectif de vous réapprendre à vous aimer. C'est un bon programme, hein? Vous aurez d'ailleurs l'atelier de Odile qui sera disponible donc le mardi 6 octobre à 20h30. Il sera disponible en version non téléchargeable à 47 € et en version téléchargeable à 57 €. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en 2 fois. Et je vous ai mis l'offre, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rose. Alors, l'atelier, lors de l'atelier, je vais vous rappeler rapidement ce que nous nous sommes dit ce soir, mais ça sera juste un rappel. Je ne vais pas le développer comme je l'ai fait ce soir, parce que c'est un atelier. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers? On travaille. Et donc, nous allons faire des pratiques. Je vais vous accompagner, je vais vous guider dans des pratiques. L'une des premières, la première, ça va être pour soigner votre être intérieur en profondeur, pour commencer à apaiser votre mal-être, pour apaiser les pulsions alimentaires qui sont générées par ce mal-être. J'ai préparé pour vous aussi un exercice pour vous permettre de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, pour renforcer votre centre émotionnel et pour vous aider à diminuer l'instabilité émotionnelle qui, comme vous le savez, est facteur de fringales ou de pulsions alimentaires diverses et variées. Et puis enfin, eh bien, il y aura une pratique psycho-émotionnelle pour vous permettre de vous remplir d'autres choses que de nourriture et puis et ainsi d'apaiser vos pulsions alimentaires. Et ces pratiques-là, vous allez voir qu'elles sont vraiment toutes simples et que vous allez pouvoir les refaire quotidiennement et jour après jour et quand vous en aurez besoin. Et vous allez voir à quel point ça change le fait de vous remettre au centre du jeu, de reprendre, de vous reconnecter avec vos désirs, de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Vous allez voir comme ça va vous changer. Ça va changer votre rapport à vous-même, votre regard sur vous, votre relation à vous-même et aussi votre relation par rapport aux autres. Vous allez vous faire respecter. Vous allez faire respecter vos besoins, vous allez faire respecter vos désirs. Et pas en violence, simplement parce que vous allez intégrer que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'être respecté, que vous méritez de l'amour et de la considération. Et que vous n'êtes pas ceci ou cela ou ce dont vous êtes absolument convaincu aujourd'hui. C'est vraiment une démarche, mais c'est le travail que je propose dans cet atelier que je propose et donc qui est l'introduction, ce sont les premiers pas pour réapprendre à s'aimer. Et ensuite, c'est dans mes programmes, j'accompagne les personnes pour aller vraiment au bout, guérir les blessures, nettoyer les croyances, nettoyer les mémoires, etc. Mais l'idée, c'est de réapprendre à s'aimer. Et quand on s'aime, eh bien, on est dans l'équilibre. Et quand on est dans l'équilibre, eh bien, on n'a plus besoin de compenser sa souffrance et d'apaiser sa souffrance par la nourriture. Ce sera le premier pas pour arrêter de fermer les yeux sur vos blessures. Ce sera le premier pas pour arrêter de fermer les yeux sur vos souffrances et pour les prendre en charge avec amour et avec compassion pour vous-même. C'est tellement
inscrit dans vos habitudes, c'est tellement inscrit, vous le faites depuis tellement longtemps, vous avez une souffrance, vous avez un mal-être, vous avez un vide intérieur, et on dirait, je suis sûre que ça va vous parler, vous êtes un peu comme anesthésié, quand le mal-être est vraiment trop criant, eh bien on devient presque anesthésié et on se dirige comme un robot vers le frigo ou vers le placard à gâteaux. Et on est incapable de se dire, voilà, j'ai envie de manger pour compenser ceci ou pour compenser cela, ou pour me… On ne sait plus. Et c'est ça qu'il faut couper. C'est le fait de se reconnecter à soi, de se rebrancher sur ses besoins, sur ses désirs. Alors, qu'est-ce que à l'issue de l'atelier, qu'est-ce que ça va vous apporter cet atelier? Vous allez faire, comme je vous disais, le premier pas de la reconquête à la reconquête de vous-même. Vous allez apprendre à vous donner un peu plus d'amour pour vous-même. Et comme je vous le disais, ces exercices, vous allez pouvoir les refaire au fur et à mesure et vous allez pouvoir vous remplir à nouveau d'amour petit à petit. Vous allez, ça va changer votre regard, comme je vous le disais, sur vous-même, sur votre relation à vous-même et sur votre relation aux autres. Et votre regard sera apaisé sur tout ce qui se joue en vous et sur tout ce qui se joue autour de vous. Et vous allez voir comme ça va vous changer la vie, comme ça va vous apaiser. Et puis enfin, eh bien, vous allez apprendre à vous remplir d'autres choses que de nourriture. Et donc, les crises de fringales vont être terminées. Il y a une pratique, la dernière pratique, il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit « Mais c'est fou, je l'ai fait une seule fois, je n'ai plus une seule fringale. » Parce que je me suis remplie d'amour et eh bien, j'ai plus besoin de me remplir de nourriture. Et ça a été immédiat. Et donc, à la fin de l'atelier, je vous réserve un cadeau qui est vraiment précieux et indispensable. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes à qui je l'ai déjà offert. Elles m'ont dit à quel point c'était quelque chose qui était indispensable pour mincir et pour mincir sur la durée. Et puis, je vous offrirai aussi un bilan minceur qui permet de découvrir ce qui se joue et de découvrir certains mécanismes auxquels que l'on n'avait pas imaginé. Et il y a des prises de conscience au cours de ce bilan minceur qui sont absolument incroyables. Et les personnes qui l'ont fait sont toujours ravies de ce bilan parce que les choses sont clarifiées. Et elles savent ce qu'il faut faire et quelle est la voie à suivre pour mincir et pour mincir durablement. Voilà, j'en ai fini. Quelles sont les questions qui ont été posées tout au long de ma présentation? Alors, pardon. Tout à l'heure, il y a eu donc la question que tu m'avais dit de garder, comment se passer du sucre, déjà. Oui, alors la question, comment se passer du sucre? Comme je le disais, le sucre et l'envie de sucrer est activée par le déséquilibre de la rate et du pancréas sur le plan énergétique. Donc, première chose à faire, il faut rééquilibrer ce méridien et le chakra secondaire de la rate et du pancréas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est abaisser petit à petit la quantité de sucre et passer du sucre au glucose. Je veux dire par là, alors je ne parle pas de prendre du stevia ou comment ça s'appelle, l'aspartame ou je ne sais trop quoi qui, cela dit, est très nocif pour le corps, mais parce que ça continue à entretenir le goût du sucré dans le cerveau. Mais essayez, lorsque vous avez envie de sucre, essayez de plutôt manger un fruit. Ou bien vous pouvez avoir
utilisez un flacon d'huile essentielle de pamplemousse, par exemple, que vous pouvez humer, ou de l'huile essentielle de poivre noir, ça marche aussi très bien. Quand vous avez envie de sucre, vous ouvrez juste le flacon d'huile essentielle de poivre noir, vous le passez sous le nez comme ça, vous n'avez plus envie de sucre. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de pamplemousse ou de mandarine sur un comprimé neutre. Les comprimés neutres, ça ressemble à des petits cachets, mais c'est simplement, il n'y a rien dedans, il n'y a aucun composant actif. Donc, vous mettez juste une goutte et vous faites fondre le comprimé sous la langue et ça apaise votre envie de sucre. Voilà 3 idées. Pour apaiser votre envie de sucrer. Mais il n'en demeure pas moins que ça, ce sont des idées pour la fin de la chaîne, si vous voulez. Mais il faut remonter à la source profonde de votre envie de sucrer. Si vous avez des envies de sucrer, vous manquez d'amour maternel. Peut-être que votre maman vous en a donné, mais vous avez ressenti que vous n'en aviez pas assez. Et donc, c'est ce manque qu'il faut travailler, en profondeur, qu'il faut travailler d'abord, parce que l'envie de sucrer, ça n'est jamais que l'expression de ce manque. D'accord, merci. Et si, par exemple, on a envie de manger un morceau de chocolat, il faut se restreindre ou on peut manger un morceau pour enlever cette envie? Eh bien, écoutez, pour moi, la frustration, c'est une mauvaise chose. Donc, avaler 4 tablettes de chocolat sans respirer. Donc ça, c'est une plaisanterie. Ce que je vous propose de faire, c'est au lieu de prendre, si vous, par exemple, vous avez envie d'un carré de chocolat, vous avez envie de chocolat, eh bien, au lieu de prendre un carré de chocolat, d'autant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les industriels font des grands carrés de chocolat, donc on descend la tablette beaucoup plus vite. Eh bien, prenez un tout petit morceau de chocolat. Mais ce petit morceau de chocolat, vous allez en profiter beaucoup plus que si vous aviez descendu la moitié de la tablette, voire la tablette entière. Vous allez le humer, vous allez le regarder, vous allez le sucer tout doucement et vous allez le faire en conscience, en profitant de tous les arômes du chocolat. Et donc, vous choisissez. Offrez-vous une bonne tablette, soit une bonne tablette de chocolat, soit des petites bouchées. Mais enfin, les bouchées, c'est difficile à couper. Mais ne prenez pas du chocolat bas de gamme. Prenez du bon chocolat et vous en prenez un tout petit peu et vous le savourez. Vous vous offrez ce moment de saveur. Et c'est un tout petit peu. Mais vous allez tellement le savourer, tellement profiter de tous ces arômes et de tout le plaisir qu'il vous apporte, qu'il va vous apporter beaucoup plus de plaisir que si vous en aviez mangé beaucoup plus. Et donc, sur le plan nutritionnel, ben, il ne va pas y avoir de désagréments importants. D'accord, merci Odile. Il y avait une question aussi tout à l'heure de Nicolas qui nous disait, n'y a-t-il pas aussi des profils qui grossissent plus que d'autres? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous avez, par exemple, une génétique, si dans votre famille, par exemple, eh bien, votre mère, votre grand-mère a tendance à être petite et ronde, c'est sûr que vous voyez bien que vous avez la charpente de votre maman. Il est sûr que jamais vous ne deviendrez Claudia Schiffer. Hein, ça c'est certain. Hein. Effectivement. Et puis, il y a aussi une dimension transgénérationnelle. Il y a des croyances, il y a des certitudes, il y a des troubles émotionnels qui se transmettent. Le transgénérationnel, ça se transmet, mais ça se transmet d'une façon inconsciente. Donc, on reste avec
avec ce bagage héréditaire, ce bagage familial qu'on se transmet et qui fait qu'on grossit. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le poids, c'est l'expression d'un déséquilibre physique, d'accord, mais aussi et d'abord un déséquilibre émotionnel. D'accord, merci beaucoup, Odile. Il y avait J'espère une autre. que tu as répondu, Nicolas. Oui, je pense. Il y avait une question aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il faut toujours appauvrir en calories pour maigrir? Non. Non. Il y a un programme très connu qui est basé sur le calcul des calories et les équivalences caloriques. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un non-sens parce que ça met sur le même plan, par exemple, un pain au chocolat et un filet de dinde. Alors qu'il est évident que sur le plan nutritionnel, ça n'a rien à voir. Vous pouvez, pour 100 calories, si vous choisissez 100 calories de pain au chocolat, vous pourrez manger 100 calories de pain au chocolat tous les jours. Ça ne fera pas du tout le même effet sur votre tour de taille que 100 calories de dinde. Et vous n'allez pas avoir les mêmes protéines, vous n'allez pas avoir les mêmes nutriments, etc. Le calcul des calories, c'est quelque chose qui, à mon avis, est pervers parce que ça vous fait aborder la nourriture comme étant quelque chose de nocif. Et si c'est nocif, votre cerveau et votre corps le perçoivent comme quelque chose de nocif et l'assimilent mal. Si vous le percevez comme un cadeau que vous faites à votre corps, eh bien, votre corps va l'assimiler. Mais pour que ce soit un cadeau pour votre corps, il faut que dans votre tête, vous sachiez que c'est un cadeau. Quelquefois, vous avez envie de vous offrir une petite douceur, d'accord, mais il faut que vous soyez vraiment convaincu que le bon plat de légumes, que la bonne, je sais pas, le bon filet de poisson, ce soit un cadeau que vous faites à votre corps, un cadeau nutritionnel, un cadeau organoleptique, qui soit beau, qui soit bon, qui soit léger, qui soit en équilibre et qui vous apporte, qui soit un vrai cadeau au temple qu'est votre corps. Pour autant, la question des calories, elle est quand même, si elle n'est pas centrale, elle est quand même un guide parce que c'est intéressant d'apporter au corps ce dont il a besoin et pas plus que ce dont il a besoin. Parce que si on lui apporte plus qu'il n'a besoin, eh bien, il va stocker. D'accord. Merci beaucoup, Odile. Vous voyez, il y a des nuances. Il y a des nuances. Et ne pas trop se restreindre, parce que si vous vous restreignez trop, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, le métabolisme va se bloquer. Et donc, ça va être contre-productif pour vous. Et à un moment, vous allez avoir des carences. Ça va agir sur votre humeur, ça va agir sur votre santé, et donc vous n'allez pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc, il est nécessaire d'apporter au corps ce dont il a besoin, pas plus, pas moins. Et ainsi, eh bien, vous allez vers l'amincissement durable parce que vous n'êtes pas dans la frustration et parce que vous n'êtes pas dans le manque. D'accord, merci beaucoup, Odile. On avait une autre question tout à l'heure, alors elle est par là, voilà. De Véronique. Pourquoi certaines personnes peuvent manger tout et n'importe quoi sans grossir et ne font pas pour autant du sport à côté? Ah, ces personnes-là elles sont détestables. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. alors que des personnes comme moi, par exemple, je passe devant une boulangerie, pas 20 kilos en plus. C'est très énervant. C'est une question de métabolisme. C'est une question de métabolisme. Il y a des personnes qui ont une thermogénèse qui fonctionne très, très bien. Mais la thermogénèse, c'est-à-dire la capacité au corps, qu'a le corps de dépenser de l'énergie, ça peut s'améliorer. Mais il y a des personnes qui ont une thermogénèse qui fonctionne très, très bien. C'est la raison pour laquelle ils ne grossissent pas. D'accord. Alors, il y avait une autre question de Michel tout à l'heure qui nous disait du mal à me libérer des 5-6 kilos
que j'ai en trop. J'ai 66 ans, pardon. Mes kilos sont-ils hormonaux? C'est possible si vous avez pris du poids au moment de la ménopause, parce que le taux de testostérone baisse et souvent ça entraîne un stockage, mais ça peut ne pas être, ça peut être d'autres causes. Si vos 5-6 kilos, vous les avez depuis longtemps, les causes peuvent être différentes. Vous voyez, il y a des personnes qui grossissent au moment, elles croient que c'est à cause de la ménopause, mais c'est au moment où elles partent à la retraite, par exemple, et qu'elles sont, avant elles étaient dans leur travail et elles ne voyaient pas le temps passer, et là, chez elles, eh bien, le temps de prendre un nouveau rythme, de s'inscrire à des associations, de trouver des activités, elles tournent en rond chez elles, et puis à chaque fois qu'elles passent devant le placard ou devant le frigo, quick, elles l'ouvrent. Donc, ça peut être le fait d'un changement de rythme, vous voyez, peut-être le fait de plus se sentir utile, de plus trouver sa place dans la société. Ça peut être des tas de choses. Il y a des personnes qui peuvent le vivre plus ou moins bien. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous répondre d'une façon aussi catégorique que peut-être vous le souhaiteriez. C'est possible, mais ça n'est pas la seule cause. D'accord, merci beaucoup, Odile. Je vais juste répondre à la question de Jocelyne de tout à l'heure. Elle nous disait quelle est la différence entre les deux versions où tu arrives. Je ne pourrai pas être présente le 6, mais je suis intéressée pour l'atelier. Donc, alors, la version non téléchargeable, en fait, il faut vous connecter pour aller voir l'atelier. Et la version téléchargeable, vous pourrez le voir sur notre site, mais aussi sans avoir une connexion Internet où vous le voudrez. Voilà. Et ensuite, Odile, on avait une autre question de Serge qui nous disait comment perdre la graisse dans les zones du ventre pour les hommes. C'est une question à plusieurs tiroirs. Pour les femmes, les hommes sont très énervants parce qu'ils arrêtent la bière et le pain et les biscuits apéritifs et ils mincissent comme neige au soleil. Donc ça, c'est une chose, c'est faire attention à ce que vous buvez, à ce que vous mangez. Et en général, la première chose qui mincit chez les hommes, c'est le ventre. Et c'est la première chose aussi, quand un homme grossit, c'est toujours par le ventre qui commence à grossir. Donc, si vous faites attention à ces deux points-là, ce que vous mangez, ce que vous buvez, peut-être, vous voyez, juste, je vous disais l'exemple de la bière et du pain, parce que c'est souvent ce que les hommes me disent, eh bien, donc là, vous pouvez voir un effet. Mais il y a une autre, ça c'est le premier tiroir, mais le deuxième tiroir, c'est pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin de manger plus que ce dont vous avez besoin. Quelle est l'émotion que vous cherchez à apaiser par la nourriture? Donc, vous voyez, le fait de jouer sur ces deux points, c'est une bonne chose, mais on en revient à l'exercice, à ce que je vous disais au tout début, c'est que le paramètre exercice-régime, c'est évidemment un levier sur lequel on peut appuyer, mais c'est loin d'être le seul et c'est loin d'être suffisant. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous apaisez en mangeant plus que ce dont vous avez besoin? D'accord, merci beaucoup. On a une autre question de Marie qui nous dit « Je suis actuellement dans un programme minceur basé sur le jeûne et l'hypnose. Est-ce compatible de faire cet atelier ?» Ah ben oui. Oui. Ah oui. L'hypnose, c'est bien, mais il y a les mémoires qui sont engrammées ne partent pas avec l'hypnose. J'ai beaucoup de gens dans mes programmes qui ont fait l'hypnose et qui ont trouvé que c'était bien, que ça leur avait apporté des choses, que ça avait libéré des choses, mais qu'il fallait aller plus loin, plus profondément. Et le plus profondément, il n'y a pas à tortiller, il faut désengrammer les mémoires. Et ça se pratique. Et ça, ce sont des pratiques qui sont toutes simples, mais qu'il est nécessaire de faire pour désengrammer les mémoires, pour se libérer des croyances limitantes, pour se libérer des croyances erronées. L'hypnose, c'est bien, mais les cellules absorbent et les cellules ont des mémoires. Et l'hypnose
ne travaille pas sur ses mémoires. D'accord, merci beaucoup. On avait une autre question. Ah oui, est-ce que l'eau peut permettre d'être un coupe-faim? Par exemple, boire un verre d'eau avant de manger. Ah ben ça, c'est une très bonne idée, hein. C'est une très bonne idée. Même 250 millilitres d'eau avant le repas, ça, c'est une très bonne idée parce que ça remplit le bol alimentaire et ça permet d'appeler le signal de satiété en ayant mangé moins. Ah oui, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, si vous avez des apéritifs ou si vous allez déjeuner chez des amis ou dîner chez des amis, vous boire plusieurs grands verres d'eau, ça vous permet d'avoir moins faim et de moins vous jeter sur les biscuits apéritifs, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Odile, pour tes réponses. D'ailleurs, à cet égard, je me permets de vous dire que le cerveau ne fait pas la différence entre la faim et la soif. Et souvent, on croit qu'on a faim, mais on a soif. Donc, quand vous avez l'impression d'avoir faim, moi, je vous invite à boire un grand verre d'eau. Et une fois que vous avez bu votre verre d'eau, vous savez si vous avez encore faim ou pas. J'allais te poser la question en plus, mais voilà. Et alors, attends. Ah oui, que dites-vous des vertus du jeûne? Nicolas nous demande. C'est très à la mode actuellement. Je vais faire une réponse dite de Normand, c'est-à-dire peut-être ben oui, peut-être ben que non. Et c'est le reflet fidèle de ce que je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a des vertus. Ça a des vertus de nettoyage. Les gens qui en font trouvent qu'ils se sentent, que leur corps est purifié, que leur esprit est plus vif, qu'ils se sentent purifiés de partout. Et donc ça, je le crois bien volontiers. En revanche, je pense, voilà, ça y est, ma réponse. Si vous voulez mincir, je ne pense pas que le jeûne soit une bonne solution. Parce que lorsqu'on revient à la nourriture normale, en général, c'est bâclé. Et donc, ce que vous avez pu perdre pendant le jeûne, vous allez le reprendre. Et votre corps voit que, comme je vous le disais, la mémoire du corps, il y a restriction, donc on va stocker. On se dit, ah, attention, la prochaine fois que j'ai un apport de nourriture, je vais le stocker. Donc, pour moi, le jeûne n'est pas une bonne solution pour mincir. En revanche, si vous voulez vous purifier, si vous voulez, si c'est une démarche santé de purification, de drainage, etc., là, oui, c'est une bonne idée. D'accord, merci beaucoup. Vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur YouTube ou sur la page de vente. Et je te remercie, Odile, pour toutes tes réponses très intéressantes en tout cas. Merci et merci pour votre attention. Merci pour toutes vos questions. J'espère que vous avez appris des choses et j'ai hâte de vous retrouver mardi. Non, c'est mardi. Oui, le 6 octobre. Le 6 octobre à 20h30, j'ai hâte de vous retrouver et de partager avec vous toutes ces pratiques qui sont vraiment très agréables et très nourrissantes, épanouissantes, harmonisantes. Et vous allez les adorer, ces pratiques. Alors, venez, inscrivez-vous vite et j'ai hâte de vous retrouver. Petit bouton rose. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose. Je vous souhaite une bonne soirée et puis et encore merci pour votre attention. Merci à tous. Merci à toi, Odile, pour ta présence et merci à tous ceux qui sont venus. Et on se retrouve le mardi 6 octobre à 20h30. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.